AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, 2 voix essentielles pour nommer l'indicible. Karine Dufour, co-réalisatrice du documentaire Choc diffusé sur Netflix de rockstar à tueur, le cas Bertrand Cantat. Yael Mellul, ancienne avocate, présidente de l'association Femmes et Libres, qui s'est battue pour faire reconnaître le suicide forcé comme conséquence directe des violences psychologiques conjugales. Avant de leur donner la parole, commençons comme chaque dimanche par un engagement. Ce matin, je vous propose celui de la lutte contre les suicides forcés. En 2023, 1185 femmes sont mortes en France, de féminicide direct, mais aussi par violence, par emprise, par peur. Des morts qui dérangent parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans des catégories habituelles, des morts silencieuses, sans armes visibles, sans sang, que l'on enterre trop vite. Des morts que l'on présente comme des décisions individuelles, mais où la violence a creusé longtemps, patiemment, dans les plis de l'intime, et qui sont parfois l'ultime étape d'une destruction programmée. Ces mots-là portent un nom, suicide forcé. Ce ne sont pas des gestes solitaires, ce sont des effondrements psychologiques patiemment orchestrés. Des vies rongées par l'emprise, par une mécanique, un système, celui de l'isolement, de l'effacement progressif de la volonté de vivre, et qui conduisent des femmes épuisées à être réduites à néant dans l'intimité d'un couple. Depuis 2020, la loi française reconnaît que le harcèlement conjugal peut conduire au suicide. En janvier 2024, un amendement porté par Sandrine Josso dans la loi d'Aurore Berger a ouvert la voie à une avancée majeure, la reconnaissance du contrôle coercitif dans le code pénal. Une étape, une prise de conscience essentielle, majeure, car jusqu'à présent, seules quelques condamnations pour harcèlement ayant conduit au suicide étaient prononcées chaque année, 9 en 2023. Pas parce que les faits n'existent pas, mais parce que nous ne savons pas encore bien les voir, les qualifier, les documenter. Et si l'autopsie dit comment, elle ne dit jamais pourquoi. Elle ne dit pas si derrière ce geste, il y a eu une main invisible, une parole destructrice, une peur quotidienne. Alors, s'engager pour lutter contre les suicides forcés, c'est poser une exigence, celle d'une enquête rigoureuse qui regarde au-delà du geste, celle d'une justice formée, capable de nommer le contrôle coercitif et de désigner les responsabilités, celle d'un changement culturel qui cesse enfin de demander à la victime pourquoi elle n'est pas partie et commence à demander à l'auteur ce qu'il a mis en place pour qu'elle ne puisse pas partir. Enfin, pour que la justice puisse affirmer ce suicide n'est pas un hasard, c'est une conséquence, une responsabilité. Chaque jour en France, 3 femmes meurent sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, ou parce qu'un harcèlement invisible les a poussés à ne plus pouvoir vivre. C'est bien cela que nous devons regarder en face et transformer. Karine Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisatrice du documentaire de rockstar à tueur, le cas Bertrand Cantat, diffusé sur Netflix. Ce film a provoqué un électrochoc, il dit l'indicible, comment la violence peut s'installer dans l'intimité sous couvert d'amour, de charisme, de notoriété. Et comment une société entière peut détourner le regard. Bonjour Yael. Bonjour Muriel. Vous êtes ancienne avocate, présidente de l'association Femmes et Libres. Vous êtes une des premières à avoir porté la notion de suicide forcé dans le débat public et à avoir tenté de faire reconnaître juridiquement, notamment à travers 2 plaintes, cette notion concernant la mort de Christina Radi. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Karine, pourquoi ce documentaire aujourd'hui, 20 ans après les faits? Qu'est-ce qui a motivé à remettre cette affaire sur la table alors qu'elle semblait appartenir à une mémoire déjà classée? Nous voulions rendre hommage à la mémoire de 2 femmes. Marie Trintignant et Christina Radi, ensevelies sous un narratif d'un monde ancien, je pense. Et donc, c'était tout l'enjeu, c'était de raconter comment, en 2003 et en 2010, ça avait été vu comme des accidents, des tragédies, et comment aujourd'hui, on peut re-regarder différemment. Il ne s'agit pas de rejuger un homme, mais de regarder différemment et de remettre à l'honneur la mémoire de ces 2 femmes mortes à 41 ans chacune et qui auraient dû être vivantes aujourd'hui. Donc on peut dire un besoin de vérité, un besoin de raconter ce qui s'était passé face à l'impunité et puis à la fascination pour les figures masculines quand même. Oui, une autre vérité, c'est-à-dire qu'il y a un rouleau compresseur du patriarcat qui a raconté que c'était un accident, que c'était la faute à pas de chance, que c'était une tragédie. La mort de Christina aussi, c'était une tragédie pour Bertrand Cantat. Aujourd'hui, on avance sur la connaissance fine des violences psychologiques, notamment du contrôle coercitif, de comment un homme s'approprie une femme, même s'il dit l'aimer, il se l'approprie. Et donc, c'était regarder différemment ses relations intimes. Alors, il y a le lendemain de la mort de Christina Radi, une enquête judiciaire a été ouverte. Elle a été refermée très vite. Bertrand Cantat, en liberté conditionnelle à l'époque, n'a pas été inquiété.
Est-ce que, selon vous, c'est cette absence d'enquête au départ qui a empêché que la vérité soit dite et que justice soit réellement faite sur cette affaire-là ? Très clairement, là on est face à une faute première, parce que au moment du suicide de Christine Harady, donc en janvier 2010, Bertrand Cantat est encore soumis à des obligations devant un juge d'application des peines, puisque sa libération conditionnelle se poursuivra jusqu'en juillet 2010, donc 6 mois après le suicide de Christina. On a affaire à un homme qui a été condamné pour le meurtre d'une femme 3 ans auparavant. On a affaire à un homme qui est présent au moment du suicide de sa femme dans leur maison familiale. Il dort d'ailleurs à ce moment-là. Il dort, voilà, comme toujours. Et donc, comment la justice, à ce moment-là, n'a pas déjà levé sa libération conditionnelle, parce que ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait été en détention immédiatement, puisque une enquête de voisinage à minima, aurait permis de savoir que Christine Harady était victime de violences conjugales. Puisqu'on n'en est pas du tout à remettre en cause la thèse du suicide, c'est un suicide. Le sujet, c'est de savoir si cette femme était victime de violences conjugales. Et des investigations à minima auraient permis de conforter cette thèse. Et là, le 10 janvier 2010, la procédure, l'enquête, elle va durer 48 heures. Et Bertrand Cantat va être entendu, ni plus ni moins. Ça, ce sont les termes qui ont été utilisés par le parquet de Bordeaux au moment de la clôture de l'enquête. Ni plus ni moins. Alors vous avez porté plainte 2 fois concernant la mort de Christina. La première en 2014, la seconde en 2018, pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À quel moment vous avez compris que ce suicide n'était pas un suicide, qui ne pouvait pas être qualifié de suicide ? Qu'est-ce qui vous a poussé à agir, à porter plainte ? Alors c'est très simple. Ce qui m'a poussé à déposer plainte, c'est écouter ce très long message laissé par Christine Harady sur le répondeur de ses parents. 6 mois avant de se donner la mort. C'est un très long message de 7 minutes. 7 minutes, c'est long. Dans ce long message, Christina, elle va expliquer très clairement, en réalité, qu'elle est victime à la fois de violences physiques, mais aussi de violences psychologiques. Elle dit, par exemple, que Bertrand est fou. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle s'en sortira saine et sauve. Elle dit que ce qu'elle vit est pire que ce que Marie Trintignant a vécu, donc ce qui laisse présager d'une fin similaire, en réalité. Donc, pour moi, à l'écoute de ce message, on est très clairement face à une situation de suicide forcé, à savoir que Christine Harady se serait suicidée parce qu'elle était victime de violences conjugales. Et d'emprise psychologique. Absolument, et d'emprise psychologique, bien sûr, et elle le dit. De contrôle coercitif. Et de contrôle, absolument, elle le dit d'ailleurs dans son message, elle dit qu'elle est terrorisée par Bertrand Cantat. Et qu'elle ne sait plus comment s'en sortir, et que finalement, c'est la seule issue. Alors, ce documentaire, en 3 épisodes, de 40 minutes, si vous ne l'avez pas vu, moi je vous invite vraiment à voir cette série documentaire qui est vraiment extrêmement importante pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire et pour comprendre ce qui se passe dans énormément d'affaires aujourd'hui encore. Alors, vous dressez sans détour le portrait d'un homme manipulateur, toxique et violent, et puis le titre, de rockstar à tueur, ne laisse aucun doute. Alors que pendant des années, on a parlé de crimes passionnels, de drames amoureux, de disputes tragiques. Est-ce que ce titre, c'est une façon de réparer ce déni collectif ? Oui, c'est de redonner sens aux mots. Il a tué Marie Trintignant. Il a été condamné pour ça, pour homicide volontaire, et non pas involontaire. Donc, c'est des termes assez simples, tueur. C'est la réalité. Ah oui, ça, c'est un impact incroyable. Et d'ailleurs, le vocabulaire qui a été utilisé pendant toutes ces années, qui évoque cette perte de contrôle, cette émotion forte, presque romanesque, en fait. Évidemment, le mot féminicide n'existait pas à cette époque-là. À décharge, on peut dire ça. À décharge, on ne connaissait pas, évidemment, les processus de domination tels qu'on les décrit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a été difficile de recueillir tous ces témoignages ? Parce qu'on comprend bien que cette omerta n'a pas disparu, elle est encore là. Oui, elle est là encore aujourd'hui. On le voit bien avec Pascal Nègre ou Le Tourneur de Bertrand Cantat. Ce qui est bien avec la série, c'est que ça permet au grand public
de connaître ces mécanismes d'emprise et de contrôle coercitif. Les féministes de l'époque, Gisèle Halimi, Isabelle Alonso, l'avaient déjà dénoncé. Le mot féminicide, en 2003, il était aussi connu, notamment en Amérique latine. Mais donc, ça, la série, elle permet que le grand public soit aujourd'hui alerté sur ces violences psychologiques et qu'on puisse dire aujourd'hui, par exemple, les journalistes locaux, à l'époque du suicide de Christina, me disaient, nous, on n'a pas enquêté, un suicide, on n'enquête pas. Aujourd'hui, je pense que grâce au travail de Yael Mellul et d'autres, et de cette série, un journaliste local ne pourrait plus se dire, je n'enquête pas sur le suicide de Christina Radi. Mais est-ce que des gens ont refusé de témoigner ? Oui, énormément, beaucoup. Moi, ça fait 15 ans que je fais des documentaires sur les violences sexistes et sexuelles. C'est l'enquête la plus difficile que j'ai faite. Je voudrais citer Zoé Debussière, Anne-Sophie Yann et Nicolas Larty, qui sont les co-réalisateurs et co-réalisatrices de la série. Moi, je me suis concentrée sur Christina Radi. Et Bordeaux, vraiment, c'est une omerta. Ce sont des millefeuilles de silence additionnés. Et une fois qu'on a menti ou qu'on s'est tu en 2003 ou en 2010, c'est très difficile, même des années après, de dire... Je me suis trompée, j'ai menti. C'est très difficile, moi, je pourtant, comprends. On a quand même un des membres du groupe qui a accepté de dire que... Enfin, il est parti en ne disant pas qu'il partait réellement parce qu'il avait assisté à des violences. Mais enfin, on comprend bien que ce départ, il est aussi lié à cette affaire. Oui, mais les solidarités masculines, mais pas que, autour du groupe, des proches, de la maison de disques, de Bordeaux, de l'ancien avocat de Bertrand Cantat est aujourd'hui le maire de Bordeaux. Donc, les policiers, enfin, tout le monde... Comment on explique ça ? Comment on explique que cet homme qui, ok, ça a été un chanteur de rock, mais enfin, ça n'a pas été... Enfin, je veux dire, ok, c'est quelqu'un qui a compté dans l'univers de la musique. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait autant autour de lui de protection, alors que... ce documentaire, par exemple, il est extrêmement révélateur. Aujourd'hui, on sait documenter tout ça. Pourquoi encore cette omerta autour de cet homme ? Parce que c'est très difficile de dire « je me suis trompée, j'ai menti ». C'est comme ça que vous le percevez. Et vous, Yael ? Mais il y a ça, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et moi, je sais, pour avoir approché certaines personnes qui refusent de témoigner publiquement, elles sont, elles aussi, terrorisées par Bertrand Cantat. Elles ont peur de lui ? Elles ont très peur de lui. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on a manifestement affaire à une personne qui, selon toute vraisemblance, déjà, c'est clairement un homme violent, mais il a tué, voilà, et qui exerce cette espèce d'emprise sur absolument tout son entourage, qui les paralyse. Il y a encore, je crois que c'est la semaine dernière, Serge Tessoguet qui a fait un post sur Facebook et qui a dit « je n'ai rien à dire ». Voilà. Alors qu'on sait parfaitement bien que Serge Tessoguet, c'est un témoin direct des violences subies à la fois par Christina Radi et par bien d'autres femmes. Donc, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, tous les membres de Noir Désir, à un moment donné, n'aient pas cette volonté de se libérer la conscience, en réalité. Voilà. Pour moi, c'est une affaire aujourd'hui de conscience. Est-ce que, moi, quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, une de mes premières réactions, ça a été de dire, mais il faut rouvrir une enquête. Est-ce que vous pensez, vous, Yael, qu'on pourrait rouvrir cette enquête sur le suicide de Christina Radi ? Alors moi, déjà, ce qui m'interroge, mais déjà, ça me posait question depuis que le message de Christina Radi a été rendu public en 2012. Pourquoi le parquet de Bordeaux, qui a l'opportunité des poursuites, ne se saisit pas d'office ? Pourquoi ? Aujourd'hui, dans ce documentaire Netflix, il y a un élément nouveau, sans conteste aucun. Il y en a deux, non ? Il y a le témoignage de la visiteur. Oui, absolument. Et il y a le témoignage de l'infirmier. Voilà. Un visage couvert, mais quand même. Mais c'est un témoignage, voilà, qui vient nous dire qu'il y a un dossier médico-légal attestant de violences extrêmement sévères subies par Christina Radi. On parle quand même d'écollement du cuir chevelu. Enfin, je veux dire, on a un niveau de violence d'une exceptionnelle gravité. Donc, normalement... Le parquet devrait s'en saisir. Le parquet, qui, encore une fois, a l'opportunité des poursuites, devrait se saisir d'office. Alors, la question, c'est pourquoi ne le fait-il pas ? Ça voudrait dire que cet omerta va jusqu'au parquet ? Manifestement, force est de le constater. Je ne peux que constater que depuis, on va dire 2012, au moment, encore une fois, parce que le message de Christina Radi, c'était en soi déjà une preuve,
incontestable des violences subies par Christina. C'est comme une plainte posthume quelque part. Ah, c'était un appel au secours, hein, très fort. Bah oui. Mhm. Pourquoi déjà à l'époque le parquet ne s'est pas saisi d'office? Il aura fallu qu'au moment du dépôt de ma plainte, j'aille au parquet de Bordeaux pour donner au parquet l'original du message laissé par Christina Radi pour que ce message soit intégré dans le dossier pénal, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Puis dans ce documentaire aussi, on voit l'inversion de la culpabilité à l'égard de Marie Trintignant. C'est le frère, hein, si je ne me trompe pas, de Bertrand Cantat qui dit des enfants différents, de pères différents, elle buvait, elle se droguait. Donc en fait, c'est Marie qui finalement l'a agressée et c'est Cantat qui est la victime. C'est invraisemblable. Mais c'est une mécanique qu'on connaît aujourd'hui bien. Elle est responsable, elle m'a fait péter les plombs, je voulais qu'elle se taise. Ça, aujourd'hui, ça permet justement de regarder différemment ces deux morts. Et c'est ça aussi qui participe de l'omerta. C'est-à-dire que si on pense que c'est la faute de la victime, on ne parle pas. On rentre chez soi tranquillement pour avoir la conscience tranquille. Bien, écoutez, merci toutes les deux. Merci toutes les deux pour être venues parler de cette affaire. Regardez vraiment ce documentaire. Il est salutaire, il est très important. Il met des mots sur ce qu'on préfère taire, l'emprise, la peur, la destruction psychique. Vraiment, il faut le regarder. Je vous remercie toutes et tous, vous qui nous écoutez chaque semaine, et à dimanche prochain pour un nouvel échange et une même volonté, faire bouger les lignes. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.